Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Sophie de Menton. Bonjour Sophie, chef d'entreprise, bonjour. Présidente du mouvement éthique. Rani Slimane, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes membre de la France Insoumise. Enfin, c'est ce qui est écrit, mais ça avait été modifié la dernière fois. Oui, c'est mon orientation politique. Oui. Mais surtout, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Force Populaire et qui intervient dans les quartiers populaires à Montpellier. Eh bien voilà, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Votre chaîne sur YouTube, Les Indécis, une chaîne de débat politique. Alexis Poulain, a-t-il besoin de vous présenter? Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins et également désormais le vendredi entre 12h et 13h. Poulain sans réserve. Alors vous êtes vraiment sans réserve. Il y a de la promotion. Sans réserve. Je vous ai entendu. Merci. Oui. C'est l'édito sur les punaises de lit la semaine dernière. Vous étiez bien agité. C'est mon gauchiste préféré. Voilà, les Français. Vous ne connaissez pas encore, c'est pour ça. Les Français abusent-ils des arrêts maladie? Et puis la question de la responsabilité qui est posée sur les chefs d'entreprise et les DRH à qui on demande aujourd'hui de faire la chasse aux fraudeurs. J'ai vu hier le patron des DRH qui disait que ça commençait à bien faire. J'aimerais savoir ce qu'on ne nous demande pas. Voilà. Ouais. Conseil national de la refondation. Alors il y a des rencontres, des consultations pour tenter de comprendre les émeutes qui ont eu lieu. Et puis il y aura peut-être des réponses un jour, mais encore un machin. Et puis la fac de Marseille en proie aux dealers, on en a un petit peu parlé hier. La fermeture est a priori suspendue, mais la fac voudrait passer quand même en tout distanciel puisqu'elle n'arrive plus à assurer ses cours. Et puis beaucoup d'autres sujets grâce à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je vais commencer avec un coup de cœur pour Carla Bruni, une fois n'est pas coutume. Je trouve que sa prise de parole hier, enfin même pas prise de parole, elle a fait ça de façon assez élégante où elle raconte qu'elle a eu un cancer du sein il y a 4 ans et qu'il est important de se faire dépister. Vous savez que c'est le mois Octobre Rose, le mois de la prévention du cancer du sein. Trop de femmes ne font pas de mammographie. Une sur 2 n'en font pas. Oui, et une femme sur 4 est concernée par... Une femme sur 8 est concernée par sera ou est concernée par un cancer du sein. Donc c'est important de le faire et je trouve qu'elle l'a fait de façon assez élégante en disant qu'elle répugnait à parler de sa vie privée, mais elle raconte qu'elle a eu un cancer du sein, un vrai cancer du sein avec radiothérapie et que si elle n'avait pas fait cet examen, cette mammographie, eh bien, elle aurait un sein en moins. Je trouve ça assez courageux quand des personnalités évoquent leur maladie, puisqu'en général, on le cache, surtout quand on est célèbre. Et bien sûr, vous l'avez vu, moi je l'ai vu par hasard à la télévision hier, et ce qui est formidable, c'est qu'elle ne dit pas un mot. Ouais. Elle a des cartons où j'ai eu un cancer du sein, deuxième carton en telle année, troisième carton c'était un vrai traitement avec chimiothérapie. Elle dit pas un mot, on la voit pas tellement parce que c'est surtout ce qu'elle montre et le carton qu'elle montre. Et ça a pas mal de classe de faire ça. Oui, j'ai trouvé ça pas mal. Non, mais j'ai pas vu, mais c'est vrai que de toute façon, participer à ce mois Octobre Rose, et pour une personnalité comme Carla Bruni, faire une sorte de, on appelle ça de coming out là-dessus, sur cette maladie, je trouve ça vraiment remarquable. Elle a assez fait un sans faute, hein, Carla Bruni, depuis qu'elle a épousé Sarko en tout cas. Bon, oui, on va pas débattre du sujet. Non, mais c'est une femme quand même étonnante parce que depuis la reine d'Angleterre jusqu'au cancer du sein, elle a fait sans faute. Bon, les femmes de président sont peut-être mieux que les présidents eux-mêmes. En tout cas, on peut souligner que, bien évidemment, c'est important de se faire dépister et que c'est encore plus important que l'hôpital, et notamment l'hôpital public, ait plus de moyens parce que je pense que c'est assez compliqué pour les soignants et il faut absolument que dans notre pays, l'hôpital se porte mieux et donc plus d'investissement. Ça, on est d'accord et quand j'entends le président de la République vouloir inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, très bien, sauf qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas accès à l'IVG en France, enfin de moins en moins de médecins la pratiquent, c'est extrêmement compliqué, certaines sont encore obligées de partir à l'étranger, donc c'est bien d'inscrire un fait, mais comme l'hôpital va mal effectivement et qu'il n'y a plus de médecins gynécologues, non pas obstétricaux, je ne sais pas si on dit ça comme ça, obstétriciens, vous avez... oui, mais des gynécologues, bon bref, toujours est-il que c'est très compliqué aujourd'hui d'y avoir accès. On continue
continue. Bah allez, on change carrément de sujet avec vous, Alex, mais c'est fait pour ça aussi. On parlait de Nicolas Sarkozy, de Carla Bruni. Nicolas Sarkozy pour le Paris Saint-Germain. Oui. Et non, moi c'était un coup de gueule contre l'équipe du PSG hier soir. Pourquoi? C'est un coup de cœur. Non, c'est pas un coup de cœur. Moi je suis pour le Paris Saint-Germain. Donc vous êtes pour l'OM? Non, moi je suis pour le MHSC, le club de Montpellier. Ici c'est la paillade. Mais minable le Paris Saint-Germain. Minable. Comment on dépense autant de pognon, pardon de parler comme ça, mais comment on dépense autant de pognon pour avoir une équipe aussi naze? Non mais Valérie, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Valérie devient pro. Ça ne se joue pas sur un match. Ça ne se joue pas sur un match. Non mais ce qui est effectivement minable hier soir, c'est le niveau de jeu des Parisiens. Ils ont pris le match à la légère parce qu'ils jouaient devant une équipe de football qui n'avait pas joué la Ligue des Champions depuis 21 ans, comme le RC Lens, qui par contre a battu le leader anglais mardi soir. Arsenal. Et qui était vraiment, ça faisait vraiment plaisir de les voir jouer. Bref, en tout cas, ça rappelle juste une chose, ça rappelle que le Paris Saint-Germain est encore une équipe en construction et que le football français ne se porte pas si bien qu'on le dit depuis quelques semaines et qu'on n'est pas encore qualifié quand on est supporter du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Absolument. Voilà. Et c'était ça qui m'a fait mal au cœur ce matin en me levant. Voilà. Alors, Rani, lui, était content. Par décence, je ne vais pas appuyer là où ça fait mal, mais parce que vous l'avez bien fait. Mais moi, je veux souligner par contre la performance de Lens et notamment de Eli Wahi, qui est un transfuge de Montpellier, qui est un super joueur et que de nombreux clubs. De nombreux clubs auraient dû se battre pour l'avoir. Il a fait une super prestation. Et pour aller sur le sujet de fond et sur l'état du football, effectivement, il y a une mutation dans l'économie du football actuel avec des fonds souverains qui se portent acquéreurs de clubs, de multi-clubs. Maintenant, vous avez des propriétaires qui sont propriétaires de plusieurs clubs. Je pense que c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut réguler dans tout ça parce que le football qu'on a connu est en train de disparaître et ça fait mal au cœur. Absolument. On continue dans un instant sur Sud Radio. Il est bientôt 11h et l'heure du journal. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va tenter de se mettre d'accord et ce n'est pas gagné, je crois, aujourd'hui, mais on va tenter. Aujourd'hui, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Rani Slimane, militant de l'association Quartier Populaire à Montpellier et cofondateur de l'association Force Populaire. Alex Darmon, journaliste politique, vous dirigez la chaîne Les Indécis, chaîne de débat politique sur YouTube, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins. Et également, on vous retrouve tous les vendredis entre 12h et 13h pour Poulain sans réserve. On va parler du CNR avec cette consultation pour savoir d'où viennent les émeutes. Voilà. Les Français abusent-ils des arrêts maladie? Et puis cette fac de Marseille en proie aux dealers. Est-ce que les dealers ont gagné? Finalement, c'est la question qu'on peut se poser. On continue notre tour de table. Alors Rani, vous, c'est un coup de gueule, pardon. Un coup de gueule ou un coup de cœur aussi pour le rappeur Booba. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir cette affaire Booba? Comme vous le savez, il y a un micmac avec ce qu'il appelle les influx voleurs. Alors comme ça peut prêter à sourire, mais en fait, quand on regarde bien l'histoire, c'est un peu flippant. Valérie, vous allez me demander, mais c'est quoi les influx voleurs? Les influx voleurs, c'est tout simplement des anciens candidats de télé-réalité bien souvent, qui essaient de se recycler. Et pour cela, ils utilisent les largesses qui ont été faites avec les différentes dérégulations qu'il y a eu dans divers secteurs. Ce sont des gens qui utilisent leur influence pour vendre des produits surfacturés ou encore donner des conseils à des jeunes filles très jeunes à aller faire de la chirurgie esthétique, bien sûr moyennant finance, avec des praticiens pas validés. Également aller sur des produits financiers spéculatifs, des jeux d'argent, voire même de la prostitution et du voyeurisme, et on parle même de trafic d'enfants. C'est tout? C'est pas mal, hein. Et le pire dans tout ça, c'est la cible, parce que en effet, leur audience est largement sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que sur TikTok et Instagram, les deux réseaux où ils sont, 72% des utilisateurs ont moins de 24 ans pour TikTok, et c'est 75% de moins de 35 ans sur Instagram. Donc clairement, il y a en plus, comment dirais-je, un ciblage sur une jeunesse qui n'a pas forcément besoin de ce genre d'exemple dans la vie. Non. Et selon la répression des fraudes, qui est quand même assez habilité pour parler du sujet, ils sont environ 15 000, et sur ces 15 000, ils considéraient que 60% ne respectent pas la législation en ce qui est en voir du droit de la pub et des consommateurs. Donc ça serait trop facile de dire que bon, c'est une petite escroquerie de gens un peu malins qui ont subi ça, parce qu'en fait derrière il y a pas mal de gens qui se défaussent de leur responsabilité, une responsabilité morale, politique,
et voire même pénale. En effet, sur le banc des accusés, on pourrait déjà mettre pas mal de sociétés de production de médias qui a fait en sorte que ces gens-là passent à l'heure du goûter, à la sortie de l'école, dans des scénarios. Tout à fait d'accord avec cette analyse. Des scénarios avec des gens à moitié dénudés qui s'embrouillent pour des histoires de sexe. Mettez-vous d'accord. Nous sommes d'accord. Tant bien. Et pour des histoires de sexe dans des villas de luxe. Donc on a toute une génération dans les années 2010 qui s'est tapé ça à la sortie du collège. Il y a aussi, et là je pense qu'on doit le pointer aussi, c'est la question du gouvernement et de pas mal de dérégulations qui ont été faites. Il faut savoir que dès qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron a dérégulé le pari sportif. Le pari sportif cible essentiellement des jeunes hommes dans les quartiers populaires. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de récupérer un peu de la masse d'argent que des jeunes ou de ceux qui travaillent. Je suis pas sûr que ça soit un exemple pour notre société. Donc ça c'est les conséquences de la Startup Nation et on peut le dire, ces influx voleurs dégénérés, c'est tout simplement la création de ce monde qu'on ne veut pas. Alex, c'est très intéressant, mais j'ai pas compris. Est-ce que c'est un coup de cœur? Ah oui, pour Booba. Et pourquoi Booba? Pourquoi Booba? Alors, il faut l'expliquer. Non, expliquez-le vous. Parce que Booba, tout simplement, a fait le boulot que l'État n'a pas fait. En harcelant quelqu'un. Alors ça, non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Vous avez raison. Il n'a pas été jugé. Non, attendez, vous avez raison. Il est mis en examen. C'est jugé? C'est jugé? Non, mais Magali Berda non plus. Voilà. Ah si, elle a été condamnée. Elle a été déjà condamnée par la justice. Moi, il y a une délinquante et il y a quelqu'un qu'on soupçonne de moyens d'avoir. Laissez terminer. Non, mais vous avez raison sur tout votre argumentaire. Je suis complètement aligné, je suis producteur et je me bats contre ces émissions de télé. Donc je suis complètement d'accord avec vous. En revanche, même s'il n'est pas jugé, et vous avez raison, la présomption d'innocence doit prédominer. Il y a quand même eu du harcèlement, du cyberharcèlement qui est dégueulasse. Vraiment, et Magali Berda, ce qu'elle a fait, c'est honteux aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas donner un coup de cœur à quelqu'un qui a cyberharcelé. Si je le fais même. Très bien, c'est votre droit. C'est votre droit et on a le droit de pas être d'accord. Justement, là pour le coup, on n'est pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord sur le fait que ce rappeur Booba, et je juge pas son travail artistique ou quoi que ce soit parce que je l'écoute en plus, parce que je l'écoute à côté, c'est le comportement. Je trouve que c'est dégueulasse. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Il a été mis en examen pour cyberharcèlement et les avocats de Magali Berda ont saisi le juge d'instruction pour des nouveaux messages malgré la mise en examen. Et quand vous appelez les gens à envoyer des messages en ligne, ses tweetos, ses abonnés, à aller harceler, c'est du harcèlement. Après, on verra le jugement, ce qu'il dira. Mais vous ne pouvez pas dire que... moi, je peux vous dire qu'on verra le jugement. Et par contre, la présomption d'innocence, il y a un moment dans ce pays, il va falloir être d'accord. Est-ce que la présomption d'innocence existe ou pas? Non, mais vous avez raison. Géométrie variable, moi je comprends pas. Et la deuxième chose, c'est très contradictoire ce que vous avez dit. Parce que je suis d'accord sur la première... Je finis. Je suis tout à fait d'accord sur la première partie qui est une excellente analyse. Merci. Et en même temps, vous prenez il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et vous prenez ça comme exemple. Non, on va pas comparer Booba à Magali Berda. Mais vous pouvez dénoncer. On dénonce les deux. Le harcèlement vient suite à la censure des comptes de Booba par Magali Berda, alors qu'il n'y avait pas ce cyberharcèlement. Donc il y a une réponse à une attaque aussi en règle par rapport à un outil de travail qui était les comptes sociaux de Booba. Mais attendez, c'est pas que Magali Berda. Il n'a pas dénoncé que Magali Berda. Non, mais c'est particulièrement avec Magali Berda que ça s'est passé. Non, mais je vous dis pas qu'il ne l'a pas fait. Et derrière, je vous dis simplement qu'il n'y a pas que Magali Berda. Je vous dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Il l'a fait. Il a appelé des gens sur ses propres comptes à venir harceler et dénoncer et agresser, cyberharcèlement. Et vous avez raison, présomption d'innocence. Donc peut-être que j'avance trop. On verra. Je pense que vous avancez pas faire un coup de cœur à ça. On verra. Mais il a dénoncé aussi la complaisance de Cyril Hanouna avec cette sphère des producteurs d'influx voleurs. Et ça a débouché quand même sur une loi qui n'existait pas avant. Et ça a fait bouger les lignes. Maintenant, évidemment, la justice tranchera s'il y a eu cyberharcèlement. Il y a une proposition de loi qui est portée par à la fois des députés de la France Insoumise, il y a un député de la majorité. Je veux dire que la fin justifie pas les moyens. Il a fait un travail, en tout cas. Oui, alors s'il en est, alors imaginons que qu'il a fait du cyberharcèlement. Oui, imaginons. Est-ce que le responsable, c'est pas l'État qui n'a pas légiféré, qui a laissé faire. Moi, il y a la responsabilité individuelle. Il y a peut-être non-assistance à un personne en danger aussi. Parce que vous avez vu parce que vous avez aussi tout ce qui est dans le rap game où c'est quand même beaucoup d'invectives, etc. Il a peut-être utilisé cette grammaire-là qu'il connaissait dans un secteur qui n'est pas ça. Quand on parle en ce moment de dire il y a des enfants qui se foutent en l'air pour du harcèlement scolaire ou des choses comme ça. Bien sûr, mais là, Magali Berda n'est pas une enfant, c'est pas une enfant de cœur non plus, donc ça va. Je suis d'accord. Harcèlement, c'est pas possible. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le harcèlement, c'est pas tolérable. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est pas le débat. Le débat, c'est comment se fait-il. Vous avez
comment se fait-il qu'il ne s'est rien passé? Et ça pose la question aussi d'autorités qui n'ont pas été compétentes. Et il va falloir se tourner autour de ça. Bien sûr. Alexis, coup de gueule, je voulais le traiter aussi ce matin. Oui, parce que c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu l'appel au secours des Restos du Cœur il y a un mois de ça qui demandait une rallonge. Bernard Arnault est arrivé à la rescousse, l'État aussi, par les messages d'Aurore Berger, mais on apprend, suite à une audition à nouveau du responsable des Restos du Cœur, qu'ils ne pourront pas de toute façon, malgré l'engagement des Français qui ont donné aussi de manière anonyme, assurer les repas pour tout le monde. Le Secours populaire qui alerte dans le Nord qu'ils ne peuvent plus faire les paquets comme ils le faisaient auparavant, Patrie vont manquer, que le nombre de demandeurs aussi qui arrivent... 170 millions de repas à assurer. Voilà, et des profils qui n'étaient pas aux banques alimentaires auparavant. On parle bien sûr de la précarité étudiante, mais c'est aussi les familles monoparentales, des gens qui ont un travail et qui n'arrivent plus à nourrir leur famille, qui n'étaient pas avant aux banques alimentaires, parce qu'il y avait une certaine fierté, c'est difficile à faire le pas, et qui sont obligés maintenant d'y aller, parce que l'inflation, c'est un fléau qui est en train de non seulement paupériser, mais affamer une partie de la population française. Et on fait comme si ça n'existait pas. Et vous avez un président de la République qui fait un dîner à Versailles, qui chante la bohème pendant un dîner pendant la Fashion Week avec 200 invités à l'Élysée, à nouveau, payés par nos impôts. C'est proprement indécent. Et les queues qui continuent devant les banques alimentaires, avec l'appel au secours des associations du secours. Je rappelle Gabriel Attal, lorsqu'il était député, louait d'ailleurs le monde associatif en disant que grâce au Restos du Cœur, l'État n'a pas à payer des fonctionnaires, c'est le monde associatif qui s'en occupe. Mais là, on est dans une faillite totale, et à la fois de l'État et à la fois aussi de l'économie, parce que si on n'arrive pas à vivre avec un salaire, c'est qu'il y a un problème. Je ne dis pas que l'inflation, c'est facile à gérer, mais là, on a un vrai grave problème de santé publique, parce que c'est de la malnutrition derrière. Ce que disent les gens des Restos du Cœur, c'est qu'aujourd'hui, ils voient arriver des femmes, des travailleurs pauvres, des gens qui n'y allaient pas auparavant. Absolument. Des gens n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à manger alors qu'ils travaillent. Donc on a un problème de fond. Et ça, c'est fondamental, je suis tout à fait d'accord. Et coup de cœur quand même au passage pour Antoine Arnault qu'on insulte parce qu'il a apporté... Bernard. C'est Antoine qui l'a apporté. C'est Antoine Arnault qui l'a apporté. Moi je pense à tous les Français anonymes qui donnent aussi au Resto du Cœur et qui se mettent pas en scène avec un c'est pas parce qu'on a un riche qu'il faut l'insulter, il a donné une somme énorme. C'est pas la peine de faire de la pub non plus. Vous avez été choqué par le dîner donné à Versailles. J'ai eu la discussion hier avec une amie. Pour la mode, est-ce qu'on reçoit 200 personnes? C'est choquant. Pardon, excusez-moi, je confondais. En chantant la bohème, en plus, on ne mangeait qu'un jour sur deux. Oui, le dîner de la mode à Versailles hier, avant-hier. Alors, Valérie, je comprends absolument ce que vous dites. Je pensais, excusez-moi, à la reine d'Angleterre, parce que les gens étaient choqués aussi. Moi, je ne l'étais pas. Alors, c'est vrai ce que vous dites, mais si on va par là, il faut arrêter tout ce qui est riche et tout ce qui est luxueux. Mais parce que non, là on parle d'argent public, de l'argent public. On apprend aussi qu'il y a des fonds européens qui sont bloqués, qui ne sont pas débloqués justement pour les banques alimentaires. C'est dingue. Si 1 centime d'argent public, c'est anormal. Si c'est le privé, il n'y a que d'argent public. Mais non, pour le dîner de la mode, pas du tout. Non, c'est à l'Élysée. À l'Élysée. À l'Élysée. Alors l'Élysée, c'est un encouragement. Non mais si c'est un encouragement. J'aimerais encourager moi à midi. C'était la capitale de la mode. Non mais j'hésite, je suis pas absolument convaincue que ce soit bien. On va en parler pendant la pub. On en parlera si vous voulez, mais je dis que encourager un secteur économique, ça peut aussi être considéré. Est-ce que recevoir Naomi Campbell et un chanteur que je ne connaissais pas, faut arrêter. Ils se font plaisir avec notre argent, avec les palais d'art public. D'abord, c'est pas pareil. Non mais qu'ils se fassent plaisir, c'est très bien, mais qu'ils prennent à bras le corps des sujets graves si j'ai le droit de parler, c'est mon coup de gueule. On va y revenir dans un instant. C'est la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de débattre et de commenter l'actualité. Peut-être avant de vous donner la parole, Sophie, quand même, ce qui s'est passé hier au Conseil de Paris. Écoutez, hier, Anne Hidalgo, la plus intéressante, Anne Hidalgo interpellée par un conseiller de Paris. Écoutez. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qu'est notre capitale, vous le transformez en plomb.
Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, C'est les pneus d'échappement ? Oui, c'est ça, voilà. Donc elle a répondu sur les pots d'échappement. Je pense que c'était de l'humour, puisqu'elle a dit je pense que ça doit être culturel, bien sûr, mais c'est un peu raté. Hein. Non, puis c'est lamentable, c'est lamentable. Bon, c'est lamentable, mais comme souvent, franchement, au Conseil de Paris, mais pas que de la part d'Anne Hidalgo, d'un peu tous les conseillers de Paris. L'Assemblée nationale vaut presque pas mieux. Non, d'accord, mais là on parle du Conseil de Paris, c'est pour ça que je dis ça, mais simplement juste une chose, vous habitez, je sais pas si vous habitez tous Paris. Non, Montpellier. Mais voilà, mais il faut être honnête, pour ceux qui habitent Paris, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est-à-dire que vous avez vous avez les JO qui arrivent, les Jeux Olympiques de Paris, vous avez la Coupe du Monde de rugby en ce moment en France. Franchement, dans tous les quartiers de Paris, c'est pas nettoyé, c'est sale. C'est pareil dans ma ville. C'est pareil à Montpellier. Sauf que Paris avant, c'était pas comme ça. Vraiment, Paris avant, c'était pas comme ça. Moi, j'ai 35 ans. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. C'était en 10 ans, on a vu la catastrophe. Excusez-moi, il y a quelque chose à dire, c'est que les Parisiens sont dégueulasses. Alors, non mais attendez, avant de hurler, laissez-moi finir, je ne peux plus finir une phrase. Je veux dire que Paris est sale, et je suis tout à fait d'accord avec les responsabilités de la mairie, tout à fait d'accord. Dans mon quartier, le matin, le soir, c'est propre, c'est nettoyé, le lendemain matin, tout est par terre. Il y a des cannes de Coca-Cola, des sacs partout. C'est répugnant, les gens jettent par terre. Non mais attendez, il y a une responsabilité individuelle. Ça n'empêche pas que la mairie doit faire des efforts. Est-ce que je peux vous raconter les caddies sur le quai, sur la voie Georges Pompidou? Il y a des caddies renversés, ils sont là depuis la rentrée. Il y a des sacs poubelles. Donc ce n'est pas fait non plus, ce n'est pas nettoyé. C'est vrai, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a ces poteaux qui soutiennent le pont aérien juste avant la maison de la radio, qui sont là depuis pratiquement 2 ans sans un seul ouvrier. Bon, on va pas refaire l'histoire de Paris. Comme on est sur Sud Radio et qu'il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Paris, absolument. Je vous le dis comme ça. Mais je pense que moi, dans ma ville, pareil, il y a des gros soucis. Bon, effectivement, moi, je pense qu'il y a un maire en place qui n'est pas capable de gérer, comme je pense que Madame Hidalgo n'est pas capable de gérer à Paris. Néanmoins, il faut souligner que les communes ont de moins en moins de dotations, qui a eu... j'excuse pas, mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Il y a moins en moins de dotations. Paris est très endetté. De moins en moins de dotations pour les communes. Et aussi, il y a un souci, c'est que il y a eu, et ça je parle beaucoup en région, beaucoup de villes ont vu la gestion des déchets soit aller dans du privé qui fait très mal le travail. Qui remarquablement bien le boulot. Ah bah ça dépend. Moi, de Richebourg, remarquablement. Ils étaient là pendant les grèves. Les mecs qui conduisent, ils sont fabuleux. Madame de Monton, je vous amène dans des endroits où c'est du privé et que franchement, quand la commande publique ne peut pas suivre parce que les communes n'ont plus de moyens, ils disent on va faire moins de passages. Cet endroit, c'est en bas de chez moi, donc je peux vous en parler. Et c'est dégueulasse. Et c'est du privé. Non mais vous avez raison. Voilà, tout est sale et les punaises de lit se portent bien. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Alors il faudrait se les rats à manger les voilà, Sophie, coup de gueule général. Oui. Alors, c'est vraiment une inquiétude terrible, c'est plus qu'un coup de gueule. Il y a une forme j'arriverai même à le dire, procrastination et surtout d'impuissance. Parce que plus les problèmes se développent, se multiplient et s'accroissent, plus on met en place de fausses solutions avec des yakas. Je pense, en ce moment, ça va pas, on va faire un référendum. Un référendum sur quoi? Sur les punaises de lit? Enfin bon, le référendum, c'est devenu le sujet. Est-ce qu'on change la méthode pour le référendum? Ensuite, vous avez les étapes de décentralisation. On lance les étapes de décentralisation, alors que les mairies n'y arrivent plus, qu'on n'y arrive plus en région, etc. On va réformer la Constitution. Ah bon? Et pourquoi on va réformer la Constitution? Pourquoi faire? On ferme une fac pendant 5 jours parce qu'il y a de la drogue. Ah bon, la fermeture de la fac, c'est la solution. On a les hôpitaux, vous l'avez dit tout à l'heure, les médecins. On n'arrive pas, on recrute des médecins étrangers et on met le niveau pour avoir des médecins français à des notes où ceux qui ont la moyenne ne peuvent pas venir. L'immigration, on en parle sans arrêt, on fait rien. Le harcèlement et l'anonymat, on en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de solution, rien n'est mis en place. On est en train de faire, je cite, le diagnostic des émeutes. Avec un conseil, on va en parler dans un instant. Avec un conseil national de la refondation.
l'éducation. Et enfin, un service public de la petite enfance, mais je pourrais en citer, je ne sais pas combien. On est dans une impuissance et on met en place justement des enchevêtrements de fausses mesures que personne n'est capable de mettre en place parce qu'on n'a pas les gens pour, on n'a pas les fonctionnaires, on n'a pas les contrôleurs et ça devient insoutenable. Oui. Mais j'ai poussé à peu près le même coup de gueule hier en prenant trois faits divers, hélas. C'est-à-dire, vous trouvez en bas de page dans Le Parisien hier une directrice d'école attaquée au mortier dans un quartier. Voilà, c'est en bas de page, c'est pas grave. Et on se demande s'il faut mettre des flics. Et un auditeur qui nous a raconté une situation tragique. Il habite dans un quartier à Toulouse où il y a un commissariat face à des dealers. Et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils dealent devant le commissariat. Mais ils peuvent plus, ils n'ont pas les moyens, les flics. J'ai raconté aussi un proche qui a besoin de joindre un commissariat dans le sud de la France. 8 appels dans la journée de lundi, personne ne décroche. Je ne mets pas en cause les policiers. Je dis juste, la plainte qui a été déposée par cette personne 1h30 parce que le système informatique a planté. Il a fallu recommencer. On est quand même dans une délicatesse. Clochardisation de la France. Une clochardisation. C'est assez Moi, sidérant. ça m'inquiète énormément. C'est même plus un coup de gueule. Et pas de réponse. Et on va parler du CNR. Mais qui pourrait donner une réponse? Parce que mon inquiétude, elle est là. Je veux dire, c'est bien. Alexis Poulain. Enfin, on voit ce déclin, on le vit. On parlait de la saleté dans Paris, mais on le voit sur les services publics particulièrement. On le voit sur l'allongement des queues devant les banques alimentaires. On le voit devant les chiffres du chomage où on se félicite de la création de 175 000 emplois alors qu'il y a 5 millions de chômeurs et on appelle ça le plein emploi. Enfin, on a l'impression qu'il y a une sorte de dérive dans une réalité parallèle de la part de ceux qui gouvernent, qui se félicitent systématiquement de chiffres fantaisistes et que le vécu des Français, c'est quand même des services publics, que ce soit la police, la justice, l'éducation, l'hôpital, qui sont en voie avancée de délabrement. Et la réponse à ça, c'est quoi? C'est des budgets. Il va manquer encore plus de 2 milliards à l'hôpital. C'est des gens aussi pour travailler. Donc c'est encore de l'argent public. Or, où va l'argent public? Il va dans des dîners somptueux, il va à la défense. Non, c'est pas facile. C'est qu'à un moment, il faut poser la question de l'allocation des ressources. Il y a de moins en moins de ressources. On a choisi de baisser les impôts. La France est un pays trop imposé, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'en baissant les impôts, on a moins de recettes. On fait 3 000 milliards de dettes pour continuer à aller dans le mur. La question, c'est pourquoi on dépense toujours autant pour des voyages. On est d'accord. En tout cas, moi, je pense que c'est la fin d'un rêve. Il faut mettre l'argent. C'est la fin d'un rêve. Dans des urgences. Voilà. Le président Macron, quand il a été élu, il avait. C'est normal, tous les hommes politiques, quand ils se font élire, ils proposent une utopie, un rêve. Bon. Son truc, ça n'a pas marché. Il s'est fait réélire. Il s'est fait réélire. C'est pas parce qu'il s'est fait réélire que ça a marché. Je vous ai pas dit. En tout cas, je vous dis, ça n'a pas marché. Je vois pas qui la solution. Ça n'a pas marché. Ce que je vais expliquer, c'est que là, il a un projet pour moi qui est assez clair. C'est de faire de la France une espèce d'Irlande des années 2000, où en fait, vous allez avoir du travail vraiment pas cher payé pour pouvoir tirer les prix vers les bas, le prix vers les bas, pour pouvoir permettre aux entreprises ailleurs d'ailleurs venir s'installer et de pas payer enfin en tout cas un minimum d'imposition pour créer des bullshit jobs. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont partis en Irlande dans les années 2000, ils en sont revenus dégoûtés, rincés, et moi je veux pas ça pour la France. Alors on va y revenir, vous répondrez à Alex Darmon et je vous lirai le témoignage d'un auditeur. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et Alex, je vais vous donner la parole, mais un auditeur me dit, Bruno, qui déjà a témoigné beaucoup sur son quartier de Toulouse, où il a vu tous les services publics se désintégrer, qui nous parlait de ses dealers face au commissariat. Il dit, ce n'est pas une question de moyens, j'ai voulu porter plainte parce que ma femme infirmière a été mordue par un chien dans un immeuble. Je n'ai même pas pu entrer dans le commissariat. Ils m'ont répondu par texto, voyez avec votre assurance. Je veux dire à Bruno qu'il se trompe. Il y a aussi une question. Alors, il a raison. Il y a une question de moyens et de volonté. Là, il y a une stratégie, une doctrine de la police qui a été posée, qui est ce qu'ils appellent le pilonnage. Donc, on concentre des forces de police,
Je rappelle que les forces de police ont été réduites sous le mandat Sarkozy drastiquement. C'est important de le rappeler. Police de proximité, tout ça. Parce que moi, je vis dans le même quartier que Bruno, c'est comme ça qu'il s'appelle, et que moi, en bas de chez moi, il y avait un commissariat qui a été fermé à l'époque. À l'époque, feu Georges Frêche, le maire de Montpellier, s'en était plaint et il avait dit bon, vous verrez ce qui arrivera, et il a eu raison pour le coup. Et il n'y a plus cette police de proximité avec laquelle nous, on les voyait tous les jours, avec des îlotiers qu'on croisait tous les matins. Et donc, comme il y a peu de ressources, il la concentre pour des espèces de frappes chirurgicales sur des points de deal ou sur des choses comme ça. Et moi, j'ai eu l'aveu de gendarmes, de policiers avec qui on discute et qui nous expliquent qu'effectivement, ils n'ont pas de moyens et ils ont une doctrine qui n'est pas adaptée. Qui n'est pas adapté à la présence. Mais moi, j'ai envie de demander à Emmanuel Macron de venir dans l'émission pour écouter nos auditeurs. Toujours Bruno dit les flics, ils sont enfermés dans leur fort à l'Hameau, ils n'en sortent pas. On met une fois devant le commissariat, j'avais une voiture à côté de moi, une voiture de police, on était à l'arrêt, j'ai vu quelqu'un donc doubler tout le monde sur la 3e file, en gros passer devant tout le monde. Je pensais que les flics allaient démarrer, ben non. Par contre, si vous n'avez pas la ceinture, c'est 90 €. Oui, mais c'est Françoise nous dit ce matin à Mont-de-Marsan, le ramasseur de crottes sur sa moto d'un plan impeccable, casqué tel un cosmonaute, tapant la discute avec son cousin primeur, mais passant à côté de la crotte du chien qui a été déposée depuis une semaine. Mais la police en a marre, nous dit Anna, ils arrêtent des voyous dealers, 3 heures après ils sont dehors. Voilà. Non mais attendez, là c'est beaucoup plus grave parce que là vous parlez effectivement de la sécurité. Oui, la sécurité. Alex n'a pas parlé. Tout ça. On n'a pas parlé. Non, mais moi je trouve ça très intéressant. Mais d'abord, pour vous répondre, vous avez raison. Peut-être que Emmanuel Macron, il a un programme qui ne vous convient pas, Startup Nation, mais il a été réélu en 2022. Il a été réélu. Donc on ne peut pas dire que ça ne convient pas. Contre Marine Le Pen. D'accord, mais il a été réélu. Et en 2027, Marine Le Pen sera sans doute élue. Sans doute, on ne sait pas. Non, mais sans doute, j'en sais rien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux dire, c'est que depuis tout à l'heure, on dit tout ce qui ne va pas. Depuis des jours, des semaines. Et il y a des choses qui vont bien dans notre pays. Et on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Vous allez le faire, je pense. Non, mais j'ai même pas envie de le faire. Je dis juste ça. C'est que les chaînes d'infos, Twitter, et je travaille sur Twitter, je travaille sur les réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain par rapport à mes productions. Donc je vais pas m'en plaindre. Je vous dis juste simplement, effectivement, mais bien évidemment qu'il y a des problèmes dans notre pays. Bien évidemment qu'il y a une crise mondiale. On n'est pas les seuls à être touchés. Alors peut-être plus, et on le voit plus parce qu'on est français et que on a raison. On aime manifester, on aime se plaindre, on aime râler. Et heureusement, c'est ce qui fait notre état d'esprit. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent dans notre pays. Il y a eu un prix Nobel il y a quelques jours qui est parti à l'étranger. Non mais d'accord. Mais justement. Qui est parti à l'étranger parce que l'État profond, la fonction publique, lui a interdit de travailler au-delà de 65 ans. Mais vous avez raison. Mais et pourquoi pas se dire pourquoi il est parti à l'étranger alors qu'il a eu le prix Nobel? Déjà, il a eu le prix Nobel. C'est intéressant de comprendre comment il l'a eu, pourquoi ça marchait. Ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, il faut se plaindre, il faut dénoncer, mais il faut, à mon humble avis, il faut aussi dire ce qui marche. Il faut proposer. Vous voyez, quand on dit on a créé 175 000 emplois, ça sert à rien. Mais c'est pas vrai. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça pendant des années. Ça sert à rien. Je dis qu'on peut pas appeler ça le plein emploi. Non mais d'accord, on peut pas appeler ça le plein emploi, mais on peut pas dire que ça. Ce que vous avez dit, on trouve pas recruter. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui marchent et on n'en parle jamais dans notre pays, c'est tout. Voilà. Sauf que le quotidien immédiat des Français, c'est pas de service public. C'est des métros, des RER, des. On supprime un fonctionnaire sur deux quasiment, et ça, je suis d'accord que c'est pas normal. Qui ne marche pas, c'est l'hôpital qui marche pas, l'école. Ce matin, Gennevilliers, 200 élèves, le constat depuis la rentrée, qui n'ont pas d'enseignants. Voilà, on a le nez collé sur notre quotidien. La paupérisation, parce qu'on parle beaucoup des quartiers, des banlieues, etc. Mais la pauvreté, elle est surtout dans la ruralité aussi. Des personnes âgées, des retraités pauvres, isolés dans des territoires ruraux où là, il n'y a rien, il n'y a pas de service public. Et le biais qu'on est en train de prendre de vouloir tout dématérialiser, de faire toutes les démarches en ligne, etc., vous avez des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et il y a quelques maisons de la République, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, là, les France Service, qui vont ouvrir. Il y a aussi des bus qui font de l'itinérance pour ces gens-là, mais c'est pas assez en fait. On voit que plus les services publics, plus les commerces s'éloignent en fait des lieux de vie, plus c'est de la pauvreté, de l'anomie, et plus ça va mal en fait. Alors Sophie, on est dans une équation qui est impossible parce qu'on a une dette gigantesque que l'État ne peut plus dépenser. Je suis d'accord, il dépense mal et de façon honteuse dans certains cas.
Mais pour l'instant, ce que je constate, c'est que les seuls solvables sont les entreprises, à qui on demande quelque chose de différent tous les jours, qui doivent s'occuper de tout. Et on leur fait les poches. L'Agir Carco, quand même, c'est magnifique. C'est extraordinaire, ils veulent piquer les caisses. Oui. Dingue. Mais alors, ma problématique, parce que je veux bien, je suis tout à fait comme vous, il y a des choses qui vont bien, sauf que le quotidien des Français va très mal. Et j'aimerais savoir qui, et je fais pas de politique, parce qu'il faut tout reprendre à la base. Non, pas de politique, je sais pas ce qu'on fait. Non, il faut tout reprendre à la base. On vous dit on supprime des fonctionnaires, on les supprime pas où il faut. On fait pas confiance au privé. On a bien vu que l'hospitalisation privée était capable de rendre des services et on les rejette et on ne veut pas qu'ils le fassent. Les écoles privées, les gens maintenant commencent à mettre leurs enfants de plus en plus dans les écoles privées. Donc je suis très inquiète parce que je ne vois pas comment on fait. Il y a des gens qui sont hors sol, qui n'ont jamais vu une entreprise, qui ne voient pas le quotidien. Ouais. Ils sont hors sol. Et j'aimerais savoir qui, parmi tous les politiques, à l'Assemblée nationale, partout, serait capable de prendre les choses à bras-le-corps. Il faut manager l'État comme, non pas comme une entreprise. C'est pas une entreprise. Enfin, il y a Merci un moment. De le dire, parce que c'est ce qui a été fait, quoi. Et ça suffit, mais je suis très inquiète. Je voudrais qu'on parle du CNR, donc. Le conseil. Non. Écoutez, personne ne veut parler de ça. Politiquement, donc Elisabeth, il y a eu des émeutes, comme vous le savez, fin octobre, et donc le gouvernement cherche à comprendre pourquoi. Il y a eu des émeutes. Oui. Donc il faut réunir. Qui écoute Sud Radio. C'était pas la faute des jeux vidéo. C'était la faute des jeux vidéo. Oui. C'était pas. Il y a eu des émeutes. Donc Elisabeth Borne va présenter les réponses du gouvernement aux émeutes, mais donc elle a convoqué le CNR aujourd'hui pour partager le diagnostic et les pistes de réflexion sur les émeutes qui ont secoué la France. Il s'agit de réfléchir aux causes profondes et aux actions publiques qu'on peut construire sur le moyen et le court terme. Valérie, franchement, le CNR, est-ce qu'il a servi à quoi que ce soit depuis qu'il a été créé, à part permettre à un pigiste journaliste d'écrire un papier? Franchement, à quoi ça sert? Ce truc ne sert strictement à rien. Et moi, j'ai regardé quand même les promesses, en tout cas les questions, les interrogations. Il y avait notamment une volonté du président à affirmer auprès de sa ministre de revitaliser le monde associatif. On en a parlé tout à l'heure. C'est indécent. C'est indécent quand on voit l'état des Restos du Cœur. Et c'est pas la seule association qui a du mal à boucler ces fins de mois. C'est indécent parce qu'également, il a dit qu'il fallait se penser sur la question du logement. C'est indécent quand on sait que son premier acte politique, ça a été de jeter le plan Borloo. Oui, c'est indécent. C'est indécent quand on sait que le président a mis à genoux les bailleurs sociaux. Avec, depuis son arrivée, 15 milliards de perdus qu'il appelle du dos du dormant. Là, c'est un programme politique que vous... Non, c'est pas un programme. Le plan Borloo, c'est pas un programme politique. C'est des contre-arguments. Non, mais là, la question pour moi, c'est de savoir à quoi sert le CNR. Rien. Moi, je vais vous répondre que ça sert à rien. Est-ce que nous sommes tous d'accord autour de la table pour dire que ça sert à rien? Non, peut-être pas, Alex. Non, mais je pense que ça sert à rien, mais j'attends de voir. Et là où je suis le plus déçu, c'est pas tant le CNR, c'est plus que on nous avait vendu un comité interministériel de la ville. Conseil national de la refondation. Non, mais de la ville qui devait avoir lieu le 9 octobre avec les élus locaux. Ça, c'était intéressant. Parce que pour le coup, les élus locaux, ils ont pris de plein fouet ces émeutes. Et on voulait le voir, on voulait l'entendre. Et là, ils sont déçus. Et je le comprends. Ça devait être le 9 octobre. C'est décalé dans un mois. Et à la place, on nous fout un CNR qui, effectivement, je sais pas à quoi il va servir parce qu'on peut écouter des chercheurs qui sont très intéressants ce qu'ils ont à dire. Mais on peut le lire avant et puis le donner justement aux élus locaux et en parler, en débattre avec eux. Là, on va perdre 2 jours pour écouter leurs conclusions, pour entendre des ministres qui vont se dire ça va pas. Ça va pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas, parce que Gérald Darmanin est attendu, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, aussi est attendu. Mais en fait, à quoi tout ça va servir? On sait pas trop. C'est juste. Ils le disent. On temporise. Faire un projet de société. Ils disent qu'ils veulent faire un projet de réfléchir à un projet de société. Non, faut arrêter, faut redescendre. Il faut réfléchir à un projet de société. Juste pour préciser, donc le CNR va rassembler une 50aine de personnes. Donc c'est aujourd'hui à partir de 17h, dont plusieurs ministres: Aurore Berger, Charlotte Cobel, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Sabrina Agresti-Roubache, Jean-Noël Barrot et Dominique Faure. Une dizaine de maires seront là, ainsi que des chercheurs, c'est très important, les chercheurs, des représentants des collectivités, des syndicats. Il y aura 4 thèmes: le profil des émeutiers, la prévention de la délinquance, le soutien aux familles, la justice des mineurs et la responsabilité. Et tout ça en combien de temps? En combien de temps? C'est intéressant d'ailleurs. Bien sûr que c'est important, mais est-ce que c'est là que non, mais en combien de temps ils vont faire ça? Non, parce que d'ailleurs, ce qui est grave pour moi selon le CNR,
quand on est attaché à la démocratie et à la soi-disant 5e constitution qui dit qu'il ne faut pas changer, eh ben, c'est, moi, une manière de court-circuiter le débat parlementaire. Je suis désolé. Il y a un Sénat, mais là, c'est il y a au-delà du une débat. Assemblée nationale. Non, mais là, il réfléchit, c'est déjà ça pour une fois. Il n'y a pas de débat, en fait. Là, ce que vous venez d'énumérer, c'est juste du travail interministériel. C'est-à-dire que chaque ministère a à faire son travail. Voilà. Chacun, aujourd'hui, c'est ce qu'il a à faire. C'est un manque de moyens qui fait qu'on n'arrive pas à mettre les choses en place. Et après, au niveau interministériel, vous avez un comité qui va permettre de gérer ça et d'organiser de manière à mettre en place une politique efficace. Là, on a quoi ? On a un faux comité interministériel, le CNR, c'est le gouvernement avec Bayrou en plus, en gros, qui va se mettre autour d'une table pour parler, pour dire, ce serait bien qu'on fasse un comité interministériel sur ces sujets-là et qu'éventuellement, on arrive à faire des trucs. Mais qu'est-ce qui se passe dans les ministères ? On peut se poser la question, parce que quand vous avez eu l'audition de Marlène Schiappa, ministre, sur le fonds Marianne, toutes ces réponses, c'était, je sais pas, j'étais pas au courant, je savais pas, j'étais pas là, j'étais en vacances. Bon, à un moment, à quoi servent les ministères ? Bon, est-ce qu'on pourrait finir sur une note d'espoir ? J'en peux plus d'entendre ça. C'est vrai. Moi, je suis pas contre l'idée que ces gens-là se rencontrent et parlent et fassent l'état des lieux. C'est Ils le fassent en qu'ils le silence. fassent si longtemps après et que ce soit dans ce cadre-là et que ce soit public. Je pense qu'il y a un travail de fond qui est déjà fait par les chercheurs, par des fonctionnaires, par des hauts fonctionnaires. Ce qui est malheureux, c'est de dire, OK, maintenant, on voudrait juste avoir un plan. Alexis Poulain, moi je suis pas d'accord. Je suis vraiment gêné que ce débat court-circuite le débat parlementaire. Il y a des commissions. Pourquoi si le gouvernement a vraiment envie de savoir ce qui se passe dans le pays, il n'a pas besoin de faire un CNR. Honnêtement, il peut aller tout simplement déjà sortir dans la rue. Ça sera déjà pas mal. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on a encore pas mal de sujets. Les Français qui abusent des arrêts maladie ou la fac de Marseille en proie aux dealers avec la fermeture a priori suspendue de l'aveu de ce qu'a dit la ministre Sabrina Agresti-Roubache, que la fac ne fermerait pas, mais c'est quand même une situation invraisemblable, non ? D'entendre les dealers et les descentes de police. Là aussi, on est dans une série. Dans l'impuissance absolue. Dans une série, franchement. On est dans une série. Une série policière. Ouais, policière, qu'on pourrait voir le lundi soir sur Canal+, en vrai. Hein. Ouais. Non, mais sérieusement, on ferme une fac parce qu'il y a des dealers au lieu d'arrêter les dealers. Alors la fermeture, c'est en signe de protestation. Oui, c'est rien, mais peu importe en fait que ça soit en signe de protestation ou pas. Ça veut dire qu'effectivement là pour le coup il y a une vraie défaillance. Voilà, donc on n'a pas les moyens d'intervenir, c'est ça ce qui est très grave. Non mais faut arrêter de dire qu'on n'a pas les moyens. C'est gravissime, non franchement. On n'a pas les moyens, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes. On n'a pas les moyens d'intervenir. Mais comment ? Il y a bien des policiers qui. Mais là, il promet depuis combien de temps, Macron encore, de renforcer les effectifs. C'est la promesse qu'il refait à vous savez qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent devenir policiers aussi. Oui, et on en envoie là. On va les trouver où d'ailleurs, les gendarmes des brigades. C'est ce que je vous dis, Valérie, on n'a pas les moyens, on n'a pas les effectifs. Moi, Valérie, ce que je pense, c'est que c'est quand même l'échec de Darmanin et de sa politique qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Non mais. Ça ne fonctionne pas. Non mais oui, avant, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy et François Hollande derrière, la faillite, elle est générale, il n'y a pas de débat. Mais là, il y a une doctrine qui est posée, c'est de faire du petit flag dans la rue. On ne veut pas se donner les moyens, je ne dis pas qu'il n'y a pas de moyens, on ne veut pas se donner les moyens de démanteler des réseaux. Ils n'y arrivent pas à interroger les professionnels, se donner les moyens. Je les ai interrogés, madame, et ils nous disent quoi ? Ils nous disent, on nous demande de faire du pilonnage sur des petits points de deal, et il faut du temps pour faire des enquêtes. Gérald Darmanin veut dissoudre la police judiciaire. C'est eux qui font les enquêtes en temps long. Évidemment, pour démanteler un réseau, ça se fait pas en 10 minutes. Et donc, lui, il a décidé de mettre ça et il dit, bon, je veux du bleu partout, histoire que les gens ont l'impression d'être en sécurité. Ça ne marche même pas. Et en plus, on démantèle les gens qui ont la capacité de démanteler des réseaux. J'ai pas dit que c'était facile. Personne ne le dit. Par contre, si jamais les seuls types en France, et franchement, les policiers de la police judiciaire, c'est vraiment des messieurs et des madames qui sont super compétents, qui travaillent sur des réseaux de pédophilie, qui travaillent sur mais vraiment, ces gens-là, c'est des héros. Mais ils sont surchargés de boulot. Il y en a pour des mois et des mois pour avoir les résultats. Et pour ça, il faut donner, mettre les moyens. Mais on n'a pas les gens en plus. C'est quoi la problématique à Marseille ? Comment on laisse effectivement La problématique à Marseille, c'est plusieurs démissions des pouvoirs publics, une situation qui est restée comme ça, des habitants qui n'en peuvent plus. Enfin,
rappelle qu'il y a 3 semaines, c'était une étudiante qui était tuée dans sa chambre par un rafale de Kalachnikov. C'est un ras-le-bol total des gens et une démission qui continue. C'est-à-dire que la réponse, c'est quoi? C'est une unité volante de CRS, la CRS 8, qui va arriver de temps en temps pour dire bon, on va faire une opération de com. Voilà. La réalité, c'est que c'est une économie parallèle qui est devenue une économie principale. Vous avez des gens qui vivent du trafic et vous enlevez ça, ils vivent de rien. Donc, ça fait vite des familles entières. Donc, c'est ultra compliqué de s'y attaquer parce que vous attaquez une économie locale en réalité. Oui. Et c'est quelque chose qui va, à la fois, ça montre une guerre des gangs qui monte en intensité dans les villes moyennes, mais aussi dans les différents quartiers. Et ça montre simplement que cette économie parallèle s'est implantée à un point tel que s'y attaquer, c'est faire tomber tout un système. On va accepter ça. On a Bruno qui nous raconte à Toulouse les dealers devant le commissariat. On a cette fac qui est congrénée. Mais vous faites quoi? C'est la bogotatisation de l'État. C'est ça. On devient Medellín, on devient le Mexique, c'est très bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on enlève le trafic, si on arrive à enlever le trafic, pour faire vivre ces gens qui vivent du trafic. Voilà. Est-ce qu'il y a une solution? La seule solution. De toute façon, il y a 2 solutions, en vrai. Soit on fait comme des pays comme l'Indonésie, les Philippines, où vraiment ils y sont allés, mais nous, dans notre état de droit, on ne peut pas se permettre de ce genre de choses. Soit l'autre versant, et moi, à la base, philosophiquement, je ne suis pas pour, parce que je ne veux pas avoir un discours, faire croire que la drogue, même le shit, on va le dire franchement, c'est bien, non, c'est de la merde. Mais il n'y en a pas d'autre choix que de légaliser pour faire en sorte que le prix soit comprimé vers le bas, que l'État et le monopole... Ça ne marche nulle part au monde. Non, c'est faux ce que vous dites. L'État... C'est faux ce que vous dites. Mais c'est faux. C'est faux ce que vous dites. Ça marche très bien. Aux États-Unis, notamment, ça fait des miracles. Il y a un nombre de drogués aux États-Unis. New York est devenu quelque chose d'épouvantable. Là, par exemple, on parle du trafic. On parle du trafic de cannabis. Moi, je parle de drogués. Et la chose qu'il y a, c'est que si jamais on fait cela et que c'est contrôlé par l'État et pas par les entreprises pour le coup, par l'État, vous allez avoir quelque chose qui est régulier, un prix qui est baissé. Contrôlé par l'État. Un prix, comme la vente d'alcool, comme le tabac, comme la vente de tabac. Il ferait mieux d'arrêter de lutter contre le tabac et de lutter contre la drogue. Moi, c'est ce qu'on m'inquiète. Oui, moi aussi, si votre seule moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe en bas de chez moi. Très bien, mais ça se passe en bas de chez tout le monde, on vient de le dire. Donc, vous pourrez être à Paris dans le 16e, c'est pareil. Pire. Non, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes vendeurs. Je suis désolé, c'est pas les mêmes vendeurs, mais allez dans le 16e arrondissement, vous avez du deal, vous avez de l'achat. Franchement, et sauf qu'on ne s'y attaque pas parce que c'est dans le 16e. Voilà. Donc, moi, ça m'inquiète d'entendre quelqu'un dire il faut légaliser parce que ça va permettre de mieux contrôler ou d'apaiser les tensions. En fait, non, je ne parle pas d'apaiser les tensions. C'est un peu ça, on n'a pas d'autre solution. Mais la solution, en tout cas, qui est proposée par la préfète, c'est de mettre plus d'une présence policière permanente et renforcée à partir d'aujourd'hui. Des patrouilles élargies autour du secteur. Il faut qu'on soit plus visible, plus présent. Plan de reprise du centre. On verra. Des mesures concrètes et pérennes qui vont rassurer les collègues qui ont le sens du service public, répondre les recteurs. Mais bon, on verra ce que ça va donner. C'est une solution on se donne rendez-vous dans 6 mois à Marseille. Et si je vais vous dire quelque chose. On s'en parle. J'en ai parlé la semaine dernière sur votre plateau, Valérie, d'un programme que je produis qui s'appelle Au Coiffeur. On tourne à Marseille. Tous les jours, on met nos caméras dans 3 salons de coiffure pour parler d'un sujet. On a mis nos caméras à Marseille pour un épisode dans un barbeur dans les quartiers nord de Marseille où les gars parlaient entre eux et disaient par rapport à avant, il n'y a plus de grands frères. On n'est plus respecté. Il n'y a plus d'État. Bien sûr. Non, mais attendez. Mais laissez-le finir. Il n'y a plus d'État, ça on l'a dit depuis le début de l'émission. Et vous avez raison. Les grands frères, ils ne résolvent pas les problèmes. Non, mais vous avez raison. Mais juste, il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus de respect, plus personne ne se parle, tout ce que vous voulez. Ce que je veux vous dire par là, simplement, c'est que oui, bien évidemment que la police doit agir, qu'elle ne le fait pas assez, ça c'est certain, qu'elle n'a pas les moyens, ça c'est aussi sûr et certain. Mais en tout cas, il y a aussi quelque chose, on l'a dit en début d'émission, qui dans nos sociétés, on se parle plus, on ne s'écoute plus, on ne se respecte plus. Et donc à partir de là, quand il y a une faillite à tous les secteurs, vous arrivez au fait de dire qu'on peut aller même devant la fac vendre de la drogue. Et ça, on ne peut pas se résoudre à dire il faut légaliser parce que c'est la suite logique des choses. Non, c'est pas la suite logique des choses. Que ça soit clair. Moi, je ne parle pas de suite logique. La question, c'est quelles sont les solutions. Soit on le fait à l'indonésienne, et il faut l'assumer, mais moi je ne suis pas pour. Ou soit, là, le chemin qu'on voit ne fonctionne pas. Allez, la solution, nous dit Bruno, c'est des actions conjointes, justice, police, acteurs sociaux. À suivre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée.